bonjour tout le monde, donc là on va papoter un petit peu autour de l'épisode 6 de la série The Acolyte. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre ma passion. Au 6e épisode, donc comme on n'est plus à la moitié de la QI là maintenant, je vais pouvoir rentrer plus en détail dans l'intrigue qui est installée. Donc d'abord, petit résumé de l'épisode ici. Sur une île lointaine, des questions troublantes sur l'identité et le destin font surface. Alors déjà, petite observation, j'aime bien le titre « Enseigner, corrompre », parce que j'aime bien comment ce titre met sur un pied d'égalité la notion d'enseigner et la notion de corrompre. Déjà, il y a un petit doute, une petite ambiguïté qui est un petit peu savoureuse, parce que ça renvoie un petit peu à la postlogie avec Luke Skywalker qui remet en question tout le savoir accumulé par les Jedi. L'air de rien. Et effectivement, plus on va dans l'épisode, plus les décors qui nous sont montrés rappellent vraiment, enfin, même pas vaguement, quoi. Je crois que s'il y a des citations explicites, je crois pas que ce soit le lieu dans lequel était Luke Skywalker, mais il me semble qu'il y a des citations, et il me semble qu'il y a des morceaux de décor qui font explicitement référence à l'île sur laquelle était posé Luke Skywalker. Et moi j'aime bien ça, c'est le genre de petites références, ça permet d'inclure vraiment la réflexion posée en post-logie au sein du lore de Star Wars. Je crois que là derrière, c'est ce que les fans n'apprécient pas particulièrement. Donc il y a un petit côté petit tacle qui fait plaisir. Oui, alors déjà, première observation, cet épisode-ci, l'ambiance tranche radicalement avec l'épisode d'avant. L'épisode d'avant, c'est vraiment axé sur l'action, mais vraiment sur des duels en palanquet, se retrouver avec un assaillant contre une poignée de Jedi, il y a toute une armée, faut pas exagérer, contre toute une poignée de Jedi. Alerte spoiler, c'est l'assaillant seul qui gagne. Les 10 Jedi se font pratiquement tous terrassés, je crois que les survivants sont rares. Et donc à cette ambiance actionneur, ici on est plus proche d'une ambiance calme, je dirais zen. J'ai pensé à du Akira Kurosawa, à pas mal de films dits de samouraï. Oui, Akira Kurosawa, c'est un réalisateur de films japonais des années 50. Les derrière, Rashomon, La Forteresse Cachée, Les 7 Samouraïs, en sachant que La Forteresse Cachée, c'est le film qui a servi de modèle pour George Lucas pour écrire le premier volet de Star Wars. Et donc, soit on se prend au jeu à se laisser bercé par l'ambiance qu'il y a entre la petite musique, entre les paysages filmés avec dans un rythme un petit peu langoureux, excellemment bien photographié aussi. Il y a une belle photo ici cette semaine. Soit on peut se laisser interdire et si on ne demande à un opus Star Wars que de l'action, ouais, ça par contre, là ça casse et on n'est pas pris dedans du tout. Là je pourrais comprendre les commentaires en genre il se passe rien, on se fait chier. Là je pourrais comprendre. Là c'est un épisode entièrement centré sur la zénitude. C'est-à-dire l'état d'esprit des Jedi que l'on voit, des personnages que l'on voit, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas Jedi, mais qui sont en pleine formation. C'est fait partie du parcours du personnage que l'on voit. Je sais pas trop spoiler, j'ai même pas compris. Il y a eu un game changer la semaine dernière, et du coup, je suis un petit peu paumé pour savoir quel personnage on suit ici là. La série là nous cause du destin de 2 jumelles. C'est posé depuis l'épisode d'ouverture. Et donc, c'est intéressant de voir que les 2 personnages que l'on suit sont totalement paumés dans l'échange qu'il y a eu ici. Et les 2 sont confrontés à des dilemmes, je dirais, moraux. Oui, parce que si l'une a rejoint le camp des Jedi, et donc la force claire, l'autre a rejoint le côté obscur, plus ou moins, les Sith en tout cas. Et donc, voir ici leur place échangée, ça leur chamboule pas mal leurs acquis, leur connaissance, leur culture. Et ensuite, d'autre part, il me semble qu'il y a bien un effet de recon qui est assumé là. Alors quand je parle de recon, je parle de l'effet nouveau point de départ que la série nous offre depuis les premiers épisodes en fait. Oui, c'est assez curieux parce qu'on dirait que cette série-là est faite pour des personnes qui n'ont pas vu la saga précédente. La saga Skywalker, la saga fondatrice de Star Wars. Du coup, ça produit une sensation de, là, si bien un public novice qui n'y connaît rien en Star Wars, qu'un public de connaisseurs qui a lu tous les romans, qui a vu tous les films, qui a vu toutes les séries, ils se retrouvent ici au même niveau. On attend de la série qui nous présente des personnages qui sont totalement inédits. Alors s'il y a des décors qui nous sont familiers, Coruscant par exemple, alors Coruscant c'est le décor prédominant dans la prélogie, on le voit pas du tout dans la trilogie originale, il me semble que c'est vraiment une innovation. Ah quoique, l'édition spéciale, il me semble qu'on voit Coruscant. J'ai un petit doute. L'édition spéciale fin 90 dans laquelle il y avait des nouveaux montages. Quoique, non, je crois que l'édition spéciale dans laquelle je fais référence est sortie après la prélogie. Oui, c'est un bordel sans nom, hein, Star Wars, qu'on soit clair. Et ainsi, comme cette série-là a vocation à présenter de nouveaux personnages, un public aussi bien fan hardcore que public novice, public novice, tout est inédit, hein, faut qu'on soit clair. Là, la série a réussi à
attachants, charismatiques, des personnages qui m'étaient encore inconnus. Et il y a aussi le personnage des jumelles qui sont vachement intéressants parce qu'à travers elles, on dirait que la série veut nous apprendre plus sur les secrets inavoués des Jedi. Et les secrets inavoués, ça fait vraiment référence à ce qu'a découvert Luke Skywalker. Oui, parce que l'évolution de Luke Skywalker dans la postlogie, c'est ce que j'avais adoré le plus en fait. Et dans la postlogie, on voyait un Luke Skywalker qui avait échoué à relancer l'ordre des Jedi. C'est le nouvel ordre des Jedi qu'on dit, c'est dans l'univers étendu, je suis pas sûr. Et qui découvre au fur et à mesure de son lancement que tous les pièges dans lesquels sont tombés les Jedi et que lui essaie d'éviter, mais est conscient de tomber dedans. C'est-à-dire que dans la postlogie, Luke Skywalker, quand on écoute, simplement que le gars se rend compte qu'il est tombé dans un cercle vicieux dans lequel sont tombés les Jedi avant lui. Je crois que le mec fait référence à l'orgueil des Jedi, ils sont tombés dans le piège de leur propre orgueil, enfin un truc dans ce genre-là, il y a une petite tirade qui dit à Rey qui m'a beaucoup touché. Et sans fin de théoriser, je pense que The Acolyte a comme vocation à justement dévoiler les péchés d'orgueil dans lesquels se sont enfermés les Jedi. Et péché d'orgueil auquel fait référence Luke Skywalker. Ouais, du coup, évidemment, il y aurait le côté la boucle est bouclée. C'est que d'un côté, The Acolyte serait vraiment lié à la postlogie, qu'on le veuille ou non, hein, je pense au fan hardcore. Et de l'autre côté, ça servirait de façon à droite de nouveaux points de départ, c'est-à-dire que tout public novice pourrait être attiré par cette nouvelle facette de Star Wars. Oui, parce qu'il y a un aspect qui peut être rebutant, surtout à notre époque, c'est de considérer que le héros ne peut être que lumineux. Or, dans Star Wars, c'est ce qu'il y a en fait. Les chevaliers Jedi sont des êtres lumineux. C'est les sauveurs, avec un S majuscule. C'est Obi-Wan Kenobi dans la trilogie, on l'appelle à la rescousse pour empiler. Oui, je crois que c'est un détail qui est peut-être rebutant et qui peut-être ringardise Star Wars, ou peut-être aux yeux des plus jeunes. Les Jedi sont considérés comme des êtres lumineux, c'est-à-dire des êtres un petit peu solaires des guides spirituels. Grosso modo, Obi-Wan Kenobi, c'était Gandalf dans la trilogie originale. C'est vraiment pas pour me moquer, parce que quand on voit la trilogie originale et donc le quatrième volet, le premier épisode sorti en 77, la structure rappelle vraiment le Seigneur des Anneaux comme tel l'anneau. Je crois que ça fait partie des modèles narratifs de Lucas, je crois. Alors, dans The Acolyte, qui serait plus proche de la trilogie également, serait une sorte d'être lumineux, mais qui cache un lourd dessin. Donc dans la postlogie, on fait bien référence à des sombres secrets, mais dans la prélogie, on soupçonne ces êtres solaires, lumineux, de cacher un lourd secret, de ne pas être clean, ne pas être 100% propre sur eux, quoi. Et The Acolyte, la charge de The Acolyte, là, serait de répondre à la question, mais quel lourd secret cache donc l'ordre Jedi? Oui, non, c'est un aspect un petit peu ambigu, qui, moi, me sied bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose avec l'ordre Jedi qu'avec l'univers et quand on dit Rogue One. Cet aspect un petit peu ambigu, un petit peu sombre, ténébreux, moi j'ai grave accroché. Alors, ce qui est amusant, c'est que toute cette facette-là m'avait un petit peu réputé dans Rogue One, qui fait la même chose avec la rébellion, c'est-à-dire qu'on peut représenter une rébellion dans Rogue One un petit peu craspec, je dirais. Dans Star Wars, le problème, c'est le manichéisme. Star Wars, le premier, ça présentait une rébellion, mais sous l'angle 2, là, c'est les gentils rebelles contre les méchants de l'Empire. Or, dans Rogue One, ça montrait que les rebelles n'étaient pas si gentils que ça, ils ont dû se salir les mains. Et là, dans The Acolyte, ça prend un petit peu sa direction là, avec les Jedi. Je me souviens que la semaine dernière, j'avais fait tout un pataquès sur... Ça rappelle un petit peu l'Empire contre-attaque pour le côté action et le côté twist à tout va. Là aussi, dans le sens où les parties sur Dagobah, oui, les parties de Empire Strike Back, de Empire Contre-Attaque, qui se déroulent sur Dagobah, où Luke apprend, est formé par Yoda dans les zones marécageuses de Dagobah. Zone marécageuse, c'est pas... Dagobah n'est pas une planète entièrement marécageuse. J'ai un doute à ce sujet. Donc cet épisode-ci, l'ambiance rappelle un petit peu ça. Ah, c'est peut-être une bonne formule. C'est un épisode qui se situe entre l'Empire Contre-Attaque et l'épisode de 8, les derniers Jedi. Épisode où Rey harcèle Luke pour être formé et que Luke est réticent parce que, oui, les Jedi pour lui, c'est une page qu'il veut tourner pour de bon. L'épisode The Acolyte, pour moi, ça fait référence à ces moments-là dans Star Wars, les films. Donc, mon avis globalement sur cet épisode-ci. Alors, moi, j'ai
adoré. C'est vraiment sur la lancée. Même si ça tranche vraiment avec le côté rythme trépidant de l'épisode d'avant, c'est le côté duel à fond les ballons. Les deux tiers de l'épisode d'avant, je répète, c'était des duels. Vraiment, c'est vraiment l'action tambour battant. Là, on est plus proche de un rythme qui se veut immersif. Il faut vraiment rentrer dedans, oui, parce qu'il y a la lumière, il y a les décors, il y a la petite musique, il y a le ton, il y a les acteurs qui vont avec, il y a tout ensemble va dans la même direction. Il n'y a pas un truc qui déconne. Donc en ce sens-là, moi, pour moi, c'est réussi. Je me suis laissé porter par l'épisode. Et il y a des secrets qui sont bien suggérés. Disons qu'on sent que les personnages de Maître Jedi, ils sont chevaliers ou sont juste maîtres? Là, j'ai pas compris les nuances dans les grades. Je sais qu'il y en a, mais j'ai jamais compris pourquoi. Donc les personnages de Jedi ont des secrets qui essayent de rendre tabou, c'est-à-dire que ils font référence à des choses dont ils ne veulent pas parler. Vraiment, il y a vraiment un gros mystère qui est dissimulé, et ça donne cette sensation que il y a un vernis qui est en train de craqueler, et aux nouveaux personnages d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc pour moi, c'était vraiment du tout bon, c'est vraiment une excellente surprise. Je m'attendais pas à accrocher autant en fait. Je m'attendais pas à accrocher à des personnages qui me sont vraiment inédits. Moi je pensais que, alors ça c'est mon petit regret, c'est de voir que Carrie-Anne Moss est vraiment une grosse star de luxe, alors que je pensais que c'était la star. Or, là, surprise, c'est pas elle la star, pour moi ce serait plutôt Saul. Donc là, la série réussit à rendre attachant Saul, personnage que je sais même pas s'il est dans le genre de Star Wars, c'est vraiment une innovation. Donc pour moi, c'est la réussite de cette série-là. Donc voilà, ce sera tout pour moi, donc bonne journée à tous, à plus.